La chose la plus miséricordieuse qui fut jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au beau milieu de mers noires et infinies, sur lesquelles il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. Les sciences, dont chaque branche avance péniblement et exclusivement dans son domaine propre, ne nous ont pas vraiment fait de tort. Mais, un jour, le puzzle reconstitué de toutes nos connaissances encore dissociées nous ouvrira de telles perspectives effroyables de la réalité et de notre terrifiante situation que cette révélation nous rendra fous ou nous fera fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un âge des ténèbres paisible et sûr. Les théosophes ont saisi la formidable grandeur du cycle cosmique où notre monde et l'humanité ne sont qu'une pitoyable perturbation. Ils ont deviné d'étranges survivances dans des termes qui nous glaceraient le sang si nous n'étions aveuglés par un optimisme mielleux. Mais ce n'est pas eux qui m'ont permis de voir des éternités interdites qui me font trembler quand j'y pense et me font basculer dans la démence lorsque j'en rêve. C'est sur ces mots que commence L'Appel de Cthulhu, la nouvelle la plus célèbre d'Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, c'est un auteur américain de nouvelles d'horreur fantastique du début du XXe siècle. En 1991, le romancier français Michel Houellebecq publie un livre sur lui qui se veut à la fois une analyse littéraire et une biographie, avec une introduction écrite par Stephen King. Et c'est ce livre que je vais vous résumer ici. Lovecraft se revendique de l'héritage d'Edgar Allan Poe et il qualifie ses propres œuvres d'horreur gothique. Il s'oppose au réalisme, un courant qui domine à la fin du XIXe siècle, avec en France des auteurs comme Émile Zola. Je considère ce genre d'écrit comme une recherche indiscrète de ce qu'il y a de plus bas dans la vie, et comme la transcription servile d'événements vulgaires, avec des sentiments grossiers d'un concierge ou d'un marinier. Dieu sait, nous pouvons voir assez de bêtes dans n'importe quelle basse-cour et observer tous les mystères du sexe dans l'accouplement des vaches et des pouliches. Quand je regarde l'homme, je désire regarder les caractéristiques qui l'élèvent à l'état d'être humain et les ornements qui donnent à ses actions la symétrie et la beauté créatrice. Lovecraft reprend les principes de base de la nouvelle fantastique avec l'utilisation de la première personne, le doute qu'ont les personnages de leur propre sens, et bien souvent, il y a une chute à la fin. Mais il rompt avec les piliers du genre fantastique en apportant quelque chose de nouveau, l'utilisation d'un vocabulaire scientifique pour décrire ces monstres fantastiques qui échappent à la compréhension humaine. Cela donne une crédibilité scientifique à ces monstres. Ce ne sont pas de simples fantômes ou des vampires magiques. Au fil de chaque texte, le doute traditionnel des nouvelles fantastiques se dissipe et laisse place à la certitude scientifique que les personnages ont bien vu ce qu'ils ont vu, même si cela outrepasse toutes les lois scientifiques humaines. Ces personnages sont pour la plupart du temps des chercheurs, ce qui lui permet d'amener le lexique savant. Par exemple, dans Les Montagnes hallucinées, Lake décrit la physionomie animale et Peabody la géologie. Lorsque Lovecraft veut exprimer l'ancienneté d'un monstre ou de ruines, il utilise le vocabulaire de la paléontologie. Lorsqu'il parle d'une langue dégénérée, il fait intervenir des linguistes. De nombreuses nouvelles évoquent l'astronomie et les événements réels de l'actualité scientifique de l'époque sont intégrés dans son univers, comme la découverte de Pluton ou les expéditions en Antarctique. Dans Hypnos, il dit qu'un homme aux yeux d'oriental a déclaré que le temps et l'espace étaient relatifs pour parler des recherches d'Albert Einstein. Les découvertes dépassent les personnages les plus savants qui comprennent des choses qu'ils ne devaient pas comprendre et en deviennent fous. Chez Lovecraft, les chutes prennent la forme d'une explosion stylistique où les adjectifs et les adverbes s'accumulent dans des exclamations. Lovecraft est le premier auteur à avoir inventé ce qu'on appelle l'horreur cosmique, aussi appelée cosmicisme. Il s'agit d'un genre où l'on fait ressentir par des jeux d'échelle la solitude et la petitesse de l'humanité dans l'univers et la futilité de la vie humaine qui peut être balayée par des entités hostiles venues d'ailleurs.
Ce qui transpire dans l'œuvre de Lovecraft, ce sont ses convictions matérialistes et athées. Pour lui, la vie et la mort n'ont pas de sens. L'homme n'est qu'un grain de sable dans un univers infini dont les vérités secrètes le rendront fou au fil des découvertes. Dans la fiction Lovecraftienne, cette vérité est illustrée avec la peur suscitée par des monstres antédiluviens vénérés comme des dieux par des sectes antiques. Ces monstres, s'ils se réveillent, détruiront tout sur leur passage sans même s'en rendre compte, comme s'ils marchaient sur une fourmi. Dans le monde réel, pour Lovecraft, la vérité c'est le désenchantement du monde. Il n'y a ni dieu monothéiste, ni vie après la mort, et l'humanité n'est qu'insignifiante dans cet univers infini dont on ne sait rien. Lovecraft s'attache à nous illustrer cette vérité en toile de fond dans chacune de ses œuvres. Dans une de ses correspondances en 1918, il déclare « Tout rationalisme tend à minimiser la valeur et l'importance de la vie et à diminuer la quantité totale de bonheur humain. Dans bien des cas, la vérité peut causer le suicide ou du moins déterminer une dépression presque suicidaire. » Houellebecq considère que chez un écrivain, les non-dits, c'est-à-dire les thèmes qui ne sont pas abordés, sont aussi importants que les thèmes qui sont traités par l'auteur. Il note que 2 thèmes sont absents de l'œuvre de Lovecraft, le sexe et l'argent. Il écrit comme si ces 2 choses n'existaient pas. Il n'y a dans toute son œuvre que 2 personnages féminins qui interviennent. Tout son univers reste presque exclusivement masculin. Selon Houellebecq, la sexualité aurait de toute façon été une thématique de trop dans l'univers de Lovecraft, qui ne laisse pas la place aux petits plaisirs de la vie. Lovecraft ne s'est marié qu'une fois, à une femme juive, sachant qu'il était antisémite, et ses lettres montrent un rapport très particulier aux femmes et à la vie de couple. Chère Miss Green, l'amour réciproque d'un homme et d'une femme est une expérience de l'imagination qui consiste à attribuer à son objet une certaine relation particulière avec la vie esthético-émotionnelle de celui qui l'éprouve et dépend de conditions particulières qui doivent être remplies par cet objet. Lovecraft a un système de valeurs opposé au nôtre. Bien qu'il ne soit pas pieux, il n'en garde pas moins une morale puritaine. Il juge repoussante toute manifestation érotique, qu'il considère comme sans aucun intérêt artistique, et il méprise l'argent autant que la démocratie. Se voyant comme descendant d'une lignée de race pure et se montrant comme un gentleman, il adopte une attitude aristocratique, bien qu'il soit désargenté. Un des thèmes de Lovecraft est la dégénérescence génétique. Dans sa nouvelle L'Abomination de Dunwich, il décrit l'arbre généalogique de toute une famille dont l'héritage génétique est souillé au fil des générations. Dans Le Cauchemar d'Innsmouth, il raconte l'histoire d'un village frappé d'une maladie génétique depuis qu'il pratique un culte secret. Cette maladie leur donne des yeux globuleux, la peau sèche et des branchies dans le cou. Dans la nouvelle Arthur Jermyn, le héros du même nom, un colon du Congo, découvre peu à peu que si lui et tous ses ancêtres ont un physique pour le moins original, c'est parce qu'un de ses grands-parents s'est reproduit avec un singe. Lovecraft a toujours vécu dans sa ville natale, Providence, dans le Massachusetts. C'est dans cet état que se passe la majorité de ses fictions, avec l'ajout de villes et villages fictifs comme Arkham, Innsmouth ou Red Hook. Lorsque Lovecraft se marie en 1922, il part à New York avec sa femme Sonia qui doit travailler dans cette ville, pendant qu'il peut se consacrer à l'écriture. Au début, New York l'impressionne par sa modernité architecturale, un écho qu'on peut retrouver dans la nouvelle Lui en 1925. En arrivant dans la ville, je l'avais aperçu dans le crépuscule du haut d'un pont s'élevant majestueusement au-dessus de l'eau. Ses pics et ses pyramides incroyables se dressaient dans la nuit comme des fleurs. Teintée par des brumes violettes, la cité jouait délicatement avec les nuages flamboyants et les premières étoiles du soir. Puis elle s'était éclairée, fenêtre après fenêtre, et sur les flots scintillants où glissaient des lanternes oscillantes et où les cornes d'appel émettaient d'étranges harmonies, le panorama ressemblait à un firmament étoilé, fantastique, baigné de musique féerique. Tout bascule cette année 1925 lorsque Sonia perd son emploi. Pour subvenir aux besoins de son couple, Lovecraft doit trouver un travail. Il répond à de nombreuses annonces, pose des candidatures spontanées, mais rien.
Dans la nouvelle Lui, le paragraphe décrivant l'émerveillement pour l'architecture de la ville est suivi d'un paragraphe de dégoût envers la population qu'il est obligé de fréquenter depuis qu'il cherche du travail. Mais mes espérances furent rapidement déçues. Là où la lune m'avait donné l'illusion de la beauté et du charme, la lumière crue du jour ne me révéla que le sordide, l'aspect étranger et la malsaine prolifération d'une pierre qui s'étendait en largeur et en hauteur. Une multitude de gens se déversaient dans ces rues qui ressemblaient à des canaux. C'étaient des étrangers trapus et basanés, avec des visages durs et des yeux étroits, des étrangers rusés sans rêve et fermés à ceux qui les entouraient. Ils n'avaient rien de commun avec l'homme aux yeux bleus de l'ancien peuple des colons, qui gardait au fond du cœur l'amour des prairies verdoyantes et des blancs clochers des villages de la Nouvelle-Angleterre. Régulièrement, Lovecraft compare New York à Babylone, grande ville antique considérée par la tradition chrétienne comme la capitale du vice, du péché et de la violence. Même l'architecture new-yorkaise finit par le repousser. On le ressent en lisant Azathoth, une très courte nouvelle, sûrement sa plus courte, que vous pouvez écouter sur la chaîne YouTube de Tindalos. Le lien sera en fin de vidéo et en description. Après une période de chômage, Sonia finit par trouver un emploi à Cincinnati, puis le perd et en retrouve un à Cleveland, tandis que Lovecraft reste à New York. Elle rentre tous les 15 jours. Lui rêve de retourner dans sa ville natale, à Providence. En 1926, il saute le pas et rentre chez lui, puis finit par divorcer. Il n'aura jamais d'autre femme. Lovecraft était raciste. Cela ne fait aucun débat, c'est un fait historique. Dans ses poésies, il a même fait un poème élogieux glorifiant le général Lee, principale figure sudiste lors de la guerre de sécession. Dans une de ses nouvelles, Herbert West, il décrit un personnage noir comme ceci. Le nègre avait été assommé, et un instant d'examen nous a montré qu'il le resterait définitivement. C'était une chose répugnante, semblable à un gorille, avec des bras anormalement longs que je ne pouvais m'empêcher d'appeler les pattes antérieures, et un visage qui évoquait des pensées d'innommables secrets du Congo et les coups de tam-tam sous une lune étrange. Le corps a dû sembler encore pire dans la vie, mais le monde contient beaucoup de choses laides. Ainsi, le racisme est prégnant dans son œuvre. Mais ce n'est pas seulement un travers personnel ou un dérapage au détour d'un paragraphe. Non, le racisme fait partie intégrante de l'esthétique Lovecraftienne. C'est ce qu'explique Michel Houellebecq dans le chapitre intitulé « Haine raciale ». Le mépris n'est pas un sentiment littéraire très productif. Il inciterait plutôt à un silence de bon ton. Mais Lovecraft sera contraint de vivre à New York. Il y connaîtra la haine, le dégoût et la peur autrement plus riches. Et c'est à New York que ses opinions racistes se transforment en une authentique névrose raciale. Étant pauvre, il devra vivre dans les mêmes quartiers que ses immigrants, obscènes, repoussants et cauchemardesques. Il les côtoiera dans la rue, il les croisera dans les jardins publics. Il sera bousculé dans le métro par des mulâtres graisseux et ricanants, par des nègres hideux semblables à des chimpanzés gigantesques. Il les retrouvera encore une fois dans les files d'attente pour chercher un emploi et constatera avec horreur que son maintien aristocratique et son éducation raffinée, teintée d'un conservatisme équilibré, ne lui apportent aucun avantage. De telles valeurs n'ont pas cours dans Babylone. C'est le règne de la ruse et de la force brutale, des juifs à face de rat et des métis monstrueux qui sautillent en se dandinant absurdement. Il ne s'agit plus alors du racisme bien élevé des White Anglo-Saxon Protestants, c'est la haine brutale de l'animal pris au piège, contraint de partager sa cage avec des animaux d'une espèce différente et redoutable. Pourtant, jusqu'au bout, son hypocrisie et sa bonne éducation tiendront le coup, comme il l'écrit à sa tante. Il n'appartient pas aux individus de notre classe de se singulariser par des paroles ou des actes inconsidérés. D'après le témoignage de ses proches, lorsqu'il croise des représentants des autres races, Lovecraft serre les dents, blêmit légèrement, mais il garde son calme. Son exaspération ne donne libre cours que dans ses lettres, avant de le faire dans ses nouvelles. Elle se transforme peu à peu en phobie,
Sa vision nourrie par la haine s'élève jusqu'à une franche paranoïa, et plus haut encore, jusqu'à l'absolu détraquement du regard, annonçant des dérèglements verbaux des grands textes. Dans sa correspondance, Lovecraft va plus loin dans le racisme, jusqu'à souhaiter des épurations ethniques dans une lettre à son ami Belknap Long. « J'espère que la fin sera la guerre, mais pas avant que nos esprits aient été complètement libérés des entraves humanitaires de la superstition syrienne imposée par Constantin. Alors montrons notre puissance physique, comme hommes et comme Ariens. Accomplissons une déportation scientifique de masse à laquelle on ne pourra se soustraire et dont on ne reviendra pas. » Au début des années 30, Lovecraft voue une certaine admiration envers Adolf Hitler. Ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Lovecraft a eu peu de succès de son vivant, au point où en 1925 il écrit « Je suis presque résolu à ne plus écrire de contes, mais simplement à rêver lorsque j'ai l'esprit à cela, sans m'arrêter à faire une chose aussi vulgaire que de transcrire mon rêve pour un public de porcs. J'ai conclu que la littérature n'était pas un objectif convenable pour un gentleman, et que l'écriture ne doit jamais être considérée que comme un art élégant, auquel on doit s'adonner sans régularité et avec discernement. » Heureusement, il a continué à écrire quand même. Lovecraft a raté sa vie, mais il a réussi son œuvre. Il vit pauvrement avec un petit capital qui lui vient d'un héritage. Au moment où il meurt, son capital est presque tombé à zéro, comme s'il avait exactement vécu le nombre d'années qui lui étaient imparties. Il se prend pour un aristocrate et en tant que gentleman, il ne cherche pas à plaire. Il écrit pour lui et ses amis, considérant que vouloir à tout prix se faire connaître est une attitude de parvenu. Voici par exemple la lettre qu'il joint en 1923 à son premier envoi de manuscrit à Weird Tales, le magazine pour lequel il écrira des nouvelles. « Cher monsieur, ayant pour l'habitude d'écrire des récits étranges, macabres et fantastiques pour mon propre divertissement, j'ai récemment été assailli par une douzaine d'amis bien intentionnés, me pressant de soumettre quelques-unes de mes horreurs gothiques à votre magazine récemment fondé. 6 juin, 5 nouvelles écrites entre 1917 et 1923. Les 2 premières sont probablement les meilleures. Si elles ne vous convenaient pas, inutile par conséquent de lire les autres. Je ne sais si elles vous plairont car je n'ai aucun souci de ce que requièrent les textes commerciaux. Mon seul but est le plaisir que je retire à créer d'étranges situations des effets d'atmosphère. Et le seul lecteur dont je tienne compte, c'est moi-même. Mes modèles sont invariablement les vieux maîtres, spécialement Edgar Poe, qui fut mon écrivain favori depuis ma première enfance. Si par quelque miracle vous envisagiez de publier mes contes, je n'ai qu'une condition à vous soumettre, qu'on n'y fasse aucune coupure. Si le texte ne peut être imprimé comme il fut écrit, au point-virgule et à la dernière virgule près, c'est avec reconnaissance qu'il acceptera votre refus. Mais je ne risque sans doute pas grand-chose de ce côté-là, car il y a peu de chances pour que mes manuscrits rencontrent votre considération. Mais après sa mort, Lovecraft va avoir une seconde vie. Certains de ses amis, comme Auguste Derleth, écrivent des œuvres à partir de ces brouillons qu'il n'a pas terminés. D'autres admirateurs de son époque tenteront d'écrire leurs propres nouvelles, imitant le style du maître de Providence. Plus tard, toute une génération d'écrivains, d'auteurs fantastiques connaîtront Lovecraft et le feront connaître au grand public, comme c'est le cas par exemple de Stephen King. Un continuateur littéraire de Lovecraft, plus récent, de notre siècle, s'est fait connaître en le réinterprétant, en y comprenant la thématique de racisme. Cet auteur, c'est l'américain Matt Ruff. Son livre Lovecraft Country se passe dans l'Amérique des années 50 en pleine ségrégation, où l'on suit des personnages afro-américains. Le racisme des œuvres originales de Lovecraft se retrouve renversé. Chez Lovecraft, on a un racisme qui s'exprime dans l'esthétique, représentant les prolétaires, les minorités ethniques et les étrangers comme des sortes de dégénérés hideux, difformes, bêtes, avec des mœurs malsaines, parlant des patois bizarres et ayant des comportements étranges. Chez Matt Ruff, le racisme sert aussi la peur, mais tout autrement.
Les personnages doivent faire face au lynchage du Ku Klux Klan, aux menaces de policiers racistes et redoutent que chaque blanc qu'ils croisent puisse être un potentiel raciste dans un état oppressif où la discrimination fait loi. Ainsi, la thématique du racisme est là, mais traitée d'un autre point de vue et avec un autre fond politique. Bien sûr, tout ceci se passe dans un univers Lovecraftien avec des grimoires secrets et des monstres tentaculaires. Mais l'univers Lovecraftien va bien au-delà de la littérature. Dès les années 80, il est adapté en jeu de rôle par Sandy Peterson, dont la principale innovation est d'avoir créé une barre de santé mentale, restant fidèle au principe Lovecraftien du personnage dont la psychologie se dégrade jusqu'à la folie. Plus un joueur perd sa santé mentale, plus il perd le contrôle de son personnage. Cette innovation se retrouve aujourd'hui dans de nombreux jeux vidéo, comme la saga des Amnesia. En parlant de jeux vidéo, on peut aussi jouer dans des univers Lovecraftiens. Nous avons Call of Cthulhu, un jeu d'enquête narratif, ainsi que The Sinking City, un jeu d'aventure en monde ouvert dans une cité en proie aux inondations et aux monstres tentaculaires. Plus récemment, cette année 2023 a vu la sortie de Sherlock Holmes The Awakening, mêlant l'univers d'Arthur Conan Doyle et d'Howard Phillips Lovecraft, avec le gameplay traditionnel de la saga des jeux Sherlock Holmes. Le cinéma aussi connaît ses adaptations de Lovecraft, mais étonnamment, peu ont été concluantes, et certains projets ont été annulés, comme le projet de Guillermo del Toro d'adapter Les Montagnes hallucinées. On trouve tout de même de quoi se mettre sous la dent avec le récent Gueule Noire, un film français sorti cette année qui reprend subtilement des morceaux de la cosmogonie Lovecraftienne, en y ajoutant des thématiques chères au cinéma français telles que la condition ouvrière ou le racisme envers les immigrés. S'il y a peu de films qui reprennent l'univers de Lovecraft, de nombreux réalisateurs et scénaristes se sont inspirés de son principe d'horreur cosmique, faisant ressentir un sentiment de solitude à l'humanité. En bande dessinée, le plus intéressant se trouve au Japon, avec les adaptations en manga faites par Go Tanabe, qui a un bon coup de crayon pour raconter fidèlement les nouvelles du maître de Providence. Mais le plus beau projet de BD vient de chez nous, du français Romuald Guliwo et du polonais Jakub Rebelka, avec Le dernier jour d'Howard Phillips Lovecraft sorti cette année. Dans cette histoire, le célèbre auteur est sur son lit de mort. Il reçoit la visite d'un certain Randolph Carter, un de ses personnages récurrents, inspiré de lui-même, qui voyage dans les rêves. S'ensuit toute une rêverie dans laquelle, entre la vie et la mort, il voit ses proches, ses personnages, ses inspirations littéraires et ses futurs héritiers défiler devant ses yeux, dans une ambiance parfaitement Lovecraftienne. Chaque page est très travaillée avec des idées de mise en scène. Ce biopic est vraiment un très bel hommage. Il m'est impossible de faire une liste complète des œuvres Lovecraftiennes, parce que je ne les connais pas toutes et qu'il y en aurait trop pour les citer. Un siècle après sa mort, Lovecraft est toujours vivant, plus que jamais. Des centaines d'artistes font vivre son cadavre sur différents supports en y sacrifiant un bout de leur âme, apportant leur touche personnelle à cette fresque gothique séculaire. Ce panthéon macabre, tiré de livres impies, fait encore cauchemarder des millions d'humains grouillant sur cette planète en décomposition, dérivant dans un cosmos infini. Les disciples de Lovecraft se rassemblent discrètement dans toutes les Babylones de notre bas monde. Ils ont pour sacerdoce de rappeler à chaque être insignifiant que toute espèce n'est qu'une poussière dans l'univers, et que n'est pas mort ce qui a jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort.